Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Médien TV dans On dit tout, notre sommaire de ce dimanche. Bien sûr, on commence par le développement personnel. Comment instaurer et mettre en place la communication non violente au quotidien. On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, le dimanche aussi, nous avons rendez-vous avec la rubrique bien-être des enfants et des adolescents. C'est le débarrage de l'année. À quoi on pense également? On pense aux activités extrascolaires. On fait le point aujourd'hui. Ensuite, nous avons testé pour vous et justement dans la foulée des activités extrascolaires, le rugby pour les enfants. Et pour finir, comme le samedi, un rendez-vous avec un spécialiste de la santé. Aujourd'hui, le point sur le strabisme, un focus pour les enfants. Mais pour l'heure, je retrouve mes invités qui sont là bien évidemment pour vous. À tout de suite. Allez, nous sommes bien installés pour vous et c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'être aussi avec toutes les personnes qui sont là pour faire l'émission avec moi parce que ils sont en fait, les personnes, elles sont à la fois expertes, mais parfois, eh bien, elles portent aussi la casquette de chroniqueur de l'émission. Marim Zaim, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach familial et avec vous, dans quelques instants, le point sur les activités extrascolaires. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Et donc, c'est le moment aussi de penser à tout cela. Zineb Lamati, bonjour Zineb. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes coach scolaire et familial. Et vous êtes également une spécialiste de la CNV, la communication non violente. Absolument. À vos côtés, le docteur Boushaba Hassan. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech. Merci à vous. Vous êtes spécialiste des maladies et des chirurgies des yeux. Le point avec vous dans quelques instants aussi dans cette émission sur le strabisme. Merci beaucoup d'être là, tous. Merci. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et donc, on démarre cette matinée du dimanche ensemble. Un dimanche matin orienté famille. Et on commence avec la rubrique de développement personnel. C'est tout de suite. Zineb Lamarti, avec vous aujourd'hui donc les principes de la CNV. Comment parler mieux, comment mieux communiquer. On va en parler dans un petit moment avec vous. Justement, vous allez nous apprendre à mieux parler, c'est ça, en quelque sorte? C'est une attitude, la CNV, c'est une manière de pouvoir communiquer afin de régler des conflits, afin d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant et puis surtout sans agressivité. Eh bien, on va d'abord voir ce qu'en pensent les personnes que nous avons rencontrées dans la rue à travers ce micro-trottoir. العربي يحب يفرض الرأي ديالو وراسه قاصح فحتى يوصل الفكرة ديالو خاصو يغوت ما يقدرش يوصل الفكرة ديالو بطريقة حضارية. Au Maroc, le civisme n'existe pas et on aurait vraiment aimé qu'il y ait des cours de civisme qui soient donnés dans les écoles parce que plus personne ne respecte rien. J'aime bien crier pour me faire entendre, surtout au Maroc. Alors, crier pour se faire entendre. Madame Zaim, je vous pose la question justement. Vous êtes également directrice d'établissement. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord crier pour se faire entendre, notamment en classe? Et bien sûr, on retrouve Zineb pour les explications de la CNV. Non, en classe, non. 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 C'est vrai que le Marocain a tendance à parler fort déjà. Le Méditerranéen. Le Méditerranéen Tout à fait. a un volume un peu élevé au moment de parler. Après, les Marocains, c'est vrai qu'on a une manière de parler, notre dialecte sonne aux oreilles des étrangers un peu plus fort. Ouais. Alors, Zineb Lamarti, vous êtes coach scolaire et familial, spécialiste de la CNV. Est-ce que cette communication, ces principes de la communication non violente, on peut les simplifier pour nos téléspectateurs? Oui, évidemment. Donc, tout d'abord, la communication non violente, elle s'établit sur quelques principes. Il y a d'abord l'observation. L'observation, c'est tout simplement être factuel. Lorsqu'on veut communiquer avec une personne, on lui présente d'abord la situation. Qu'est-ce qui s'est passé, mais de manière complètement objective et authentique. C'est ça le plus important. C'est relater les faits de manière à ce qu'il n'y ait pas un jugement, une interprétation. C'est toute une histoire.
Déjà, ce premier principe, c'est vraiment... C'est le challenge. C'est le challenge de relater les faits sans qu'il y ait une surimagination ou tout simplement une surinterprétation qui est totalement faussée. Parce qu'on parle bien évidemment d'un conflit. Il y a conflit ou bien pas forcément. On peut tout simplement utiliser la CNV au quotidien avec nos enfants, avec notre mari, une maîtresse avec les enfants. Donc c'est vraiment une attitude à avoir. Franchement, c'est vraiment une attitude à avoir. C'est une petite gymnastique, en toute honnêteté. C'est pas spontané. Il faudrait que ça vienne de manière réfléchie. Mais une fois que c'est établi, après, ça devient naturel. Donc, premier pilier, relater les faits tels qu'ils sont. Factuellement, être dans l'observation des faits. Et puis, franchement, il faut que ce soit une description propre et authentique de ce qui s'est réellement passé entre deux personnes ou une situation donnée. Après, on donnera un exemple, bien sûr, de tout une cela. situation donnée. Ensuite, c'est l'expression des sentiments. OK. Je suis fatiguée, je suis exaspérée, je suis contente, je suis heureuse. Donc, une émotion que la personne pourrait dégager tout simplement pour être dans la CNV. Donc, tout simplement, exprimer son ressentiment. Ça, c'est le deuxième principe. Le deuxième. Le troisième, qui est le plus important, qui est la clé de la CNV, c'est l'expression du besoin. Okay. Nous avons tous des besoins à peu près similaires, un besoin de reconnaissance, un besoin de réussite, un besoin d'accomplissement, un besoin d'écoute, de se faire écouter. Et donc, généralement, on connaît nos besoins, ou bien on les oublie, ou on peut les étouffer. Donc, du coup, la CNV nous permet de faire le point sur nos besoins. C'est très important. Est-ce qu'on est tous capables de faire le point sur nos besoins? Oui, on peut faire le point sur nos besoins si on prend le temps de le faire. Si on prend le temps de le faire. Donc ne pas réagir à chaud déjà. Ne pas réagir à chaud. Aujourd'hui, bien sûr, comme on l'a vu, on est dans une société qui prône, si vous voulez, le jugement rapide d'une personne envers une autre personne. Et c'est souvent le cas lorsque on ne nourrit pas notre besoin. Donc du coup, lorsqu'on connaît le besoin, notre besoin à nous, et bien à ce moment-là, dans la CNV, ça fait partie du processus, on arrive à la demande, qui est le dernier principe. La demande claire et simple qu'on pourrait faire à notre partenaire de vie, à notre enfant, à notre ami. Voilà, donc, que ce soit une relation conflictuelle ou pas, on atterrit à une demande. Alors, en quoi ces principes de la CNV permettent une meilleure communication ou comment, grâce à tout cela, le message passe mieux? Le message, il passe de manière neutre. Il n'y a pas, si vous voulez, on enlève les émotions qui pourraient donner lieu à une surréaction. On enlève l'agressivité. Lorsqu'on parle comme ça, on enlève l'agressivité d'une personne. On enlève, si vous voulez, tout ce qui pourrait attaquer l'autre. Okay. Donc, du coup, lorsqu'on passe d'une étape à une autre, le message passe clairement. Et le message est souvent accepté. D'accord. Alors, les spécialistes de la CNV disent que justement, au quotidien, on a tendance à utiliser des phrases qui peuvent très mal passer, alors qu'elles pourraient être initialement légitimes, et parce qu'on n'a pas ces principes, on les dit mal. Par exemple, lorsque une femme va dire à son mari « tu ne me comprends pas », ou lorsqu'on va dire à son enfant « tu es en retard ». Alors, on a l'impression véritablement de traduire une situation exacte, mais ça ne va pas avec les principes de la CNV. Alors, justement, au niveau des principes de la CNV, on essaye de réduire l'impulsivité. Et en réduisant l'impulsivité... Si la personne est en retard, elle est en retard, on n'est pas impulsif. Oui, mais en la catégorisant ou bien en l'étiquetant d'être toujours en retard, ça va créer une réaction de l'autre côté. Et donc, justement, peut-être qu'elle va se défendre, et puis vous aussi, et puis inversement, et au final, il n'y aura pas une solution, ou bien la solution, elle sera peut-être malmenée, ou bien plus tirée d'un côté ou d'un autre. Par exemple, relater les faits. Il est 18h, nous avions rendez-vous à 17h. Donc ça, c'est factuel. Le dire d'une manière totalement calme. Je me suis sentie tout simplement pas respectée. Et maintenant, je me sens énervée. J'ai besoin que tu respectes ma personne. Lorsque je te demande de venir à 18h, ce n'est pas 17h. Donc ça, c'est dire tu es en retard, mais à la méthode CNV. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu pourrais la prochaine fois venir à l'heure? Donc, du moment où on relate le fait, où on explique exactement ce qui s'est passé, où on donne notre propre sentiment et puis notre besoin de non-respect, la personne qui est en face va dire « d'accord, la prochaine fois, je viendrai à l'heure ». Par contre, si jamais je l'attaque et que je lui dis « tu es toujours en retard, ce n'est pas la première fois, la prochaine fois, moi aussi, je serai en retard », la personne se mettra automatiquement en défensive.
Absolument. Docteur Boushaba Hassan, vous imaginez un petit peu dans cette méthode, dans cette façon de faire, qui me semble à moi assez mécanique. Est-ce que vous trouvez ça naturel? Oui, c'est assez naturel, mais bon, il faut faire des efforts quand même. On n'est pas habitué. Mais au quotidien, est-ce que vous dites par exemple tu es en retard, ou bien vous dites plutôt ce que vient de dire Zineb, à savoir on avait rendez-vous à 17h, il est 18h, je ne me suis pas senti respectée, la prochaine fois je souhaiterais que tu respectes notre rendez-vous. Plutôt dans la deuxième situation. Mais vous êtes exceptionnel alors. Mais c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est des automatismes qu'on prend, après on réfléchit, on se dit avec qui on parle. Est-ce qu'on voudrait que notre message soit compris? Aujourd'hui, par exemple, avec les enfants, dans une structure scolaire, on essaye de mettre en place la CNV pour que justement un enfant, quel que soit son âge, qu'on parle d'un adolescent ou d'un enfant plus jeune, puisse écouter et puis nous écouter. C'est ça le plus important. Donc lorsque, par exemple, un enfant est désorganisé et ne fait pas ses devoirs à temps, une maman peut arriver fatiguée parce qu'elle a passé une journée exaspérante au travail. Absolument. Elle arrive à la maison et puis elle commence à crier. Est-ce que le résultat sera là? Peut-être, mais avec une certaine nervosité, avec un effort en plus. Par contre, tout simplement lui dire... il est 20h, ça fait 1h30 que tu es rentré et depuis que tu es rentré, tu n'as pas encore travaillé. Donc là, les faits sont là. Et je suis fatiguée, je ne peux pas tout gérer à la maison. J'ai besoin que tu sois un peu plus autonome. Est-ce que demain, tu pourrais commencer à 18h? Est-ce que ça va donner des résultats? Ça va donner des résultats, effectivement. C'est déjà écologique pour la maman elle-même. Bien sûr. Mais est-ce que ça donne des résultats? Et puis la maman, elle réalise surtout qu'elle est fatiguée parce que elle a passé une grande journée, qu'elle est fatiguée parce qu'elle revient du travail. Elle ne va pas lui crier dessus, elle ne va pas lui remettre tout son énervement sur l'enfant. Donc du coup, lorsque la personne pense à son besoin, à elle, c'est plus facile. Alors, nous avons des questions de téléspectateurs postées sur la page Facebook de Média TV. On y va pour la première. Alors, je hausse le ton pour me faire entendre. Pour moi, ce n'est pas de la violence, c'est juste un moyen de persuasion. Vous en pensez quoi, Zineb Lamati? Oui, peut-être que ce n'est pas de la violence. Bon, après, je hausse le ton. Quelle est l'interprétation? Est-ce qu'on hausse le ton dans la CNV? Est-ce qu'on peut être... On peut être ferme. On peut être ferme? On peut être ferme. Mais encore une fois, je hausse le ton. On peut s'énerver, on ne s'énerve pas. Alors justement, la CNV, c'est pour justement garder le calme, pouvoir parler, pouvoir faire passer un message propre, authentique, bienveillant. Donc on ne s'énerve pas. Il faut faire la distinction entre s'énerver et être agressif. Justement, l'énervement, ça fait partie des émotions. On peut l'exprimer, on peut dire dans la partie émotion, je suis énervé, je suis fatigué, je suis exaspéré, je suis à bout. Donc ça fait partie, si vous voulez, cette émotion de colère fait partie des émotions qu'on peut exprimer dans la CNV. Mais lorsque la dame écrit « je hausse le ton », ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas, est-ce que c'est hurler, je sais pas. Donc il y a une interprétation qu'il faudrait réfléchir sur ça. C'est un moyen de persuasion. Peut-être ça peut l'être, mais il faut juste être ferme. Peut-être que hausser le ton, ça peut l'aider, mais moi je propose qu'elle soit ferme avec justement être factuelle, être dans l'émotion et puis ensuite poser le besoin et la demande. Alors pour finir, pour éviter de m'emporter, j'ai opté pour la communication écrite. Est-ce que c'est une solution radicale, extrême? Vous en pensez quoi? Alors, au lieu de parler, écrire en fait. Aujourd'hui, la communication, elle est, je pense, elle est vitale. Même si on est dans une réunion au travail et que l'on ne parle pas, notre silence peut être interprété et peut être même jugé. Donc la communication, elle est vitale, au contraire. La communication, pour moi, elle est beaucoup plus importante que l'écrit parce qu'elle permet justement de dire ce qu'on ne peut pas exprimer, même au niveau de l'intonation. Non, je pense que la communication, elle est vitale. Marim Zaïm, ça vous parle tout ça? Oui. Ça vous parle le volet je hurle ou le volet je tempère? Depuis le début. Oui. Au fait, je pense que pour installer des choses comme ça, il faut développer un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Et pour ça, il faut commencer à se connaître soi-même, à connaître ses propres émotions, à pouvoir les déchiffrer. Avant d'aller déchiffrer l'autre ou prendre en considération l'émotion de l'autre, ou le fait de froisser l'autre, d'abord, il faudrait se prendre en considération. À partir de ce moment, on commence à, comme Zineb l'a dit tout à l'heure, je vois quel est mon état.
et je prends cette conscience. C'est cette conscience de soi qui permet d'avancer. Par la suite, je peux me faire respecter, je peux me faire comprendre, je peux arriver à toutes mes fins, mais parce que d'abord, je ne suis plus juste dans le mouvement émotionnel, je ne me laisse pas emporter. Il y a une conscience qui est là, donc je peux faire la part des choses. Je dis d'accord, je suis énervée, alors maintenant qu'est-ce que je veux? Je veux me venger sur l'autre personne. Comment je le fais? Je veux changer les choses pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas de cette manière. Ok. Alors, donc là, c'est un choix. Au niveau des écoles, il y a certaines écoles... Ça sera la conclusion. Qui placent... Oui, si vous voulez, il y a des écoles qui mettent en place la CNV. Donc, comme vous le savez, il y a plein de matières, mais il n'y a pas la communication. Alors que la communication pourrait être une matière qu'on pourrait apprendre à nos enfants dès la petite enfance. Malheureusement, elle n'existe pas. Mais ceci dit, ils mettent des pictos. Des pictos, ça peut être un grand bonhomme divisé par 3 parties, le cerveau, le cœur, le ventre et les pieds. Donc le cerveau, ça peut être justement factuel. Il faut, par exemple, dire qu'est-ce qui se passe en toi. Ça permet à l'enfant de visualiser de placer ses émotions. CNV. Explique-moi la situation, explique-moi quelle est ta colère ou bien quel est ton problème ou quelle est ta situation. Donc l'enfant, il explique. Il passe à l'étape suivante qui est justement le cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Et là, il y a une feuille avec toutes les émotions. Et là, il dit, voilà, je ressens de la peine, je ressens du chagrin, je ressens de la frustration. Ensuite, de quoi tu as besoin? J'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de me faire respecter. C'est lui expliquer la CNV. C'est lui expliquer la CNV. Et puis le petit, il passe d'une étape à une autre. Et à la fin, je demanderai que, voilà... Mais c'est une très bonne idée à mettre en place aussi à la maison, avec les enfants. À la maison aussi. Maintenant, ce qu'on fait aussi dans les écoles, de plus en plus d'écoles commencent à l'installer, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître d'abord leurs émotions. Parce que si je suis en colère et je ne comprends pas que je suis en colère, je pique une crise, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut relier l'enfant de cette situation, voilà, cette situation de crise qu'il vit. Quand il décante un petit peu, quand il se calme, ben, on lui explique et on fait le lien. Et puis, voilà, il y a des exercices à faire par rapport à ça. Ça s'améliore. En tout cas, ça reconnecte même l'adulte à ses émotions, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas véritablement décrypter ni parler de leurs émotions. Zineb Lamarty, merci beaucoup. Vous êtes coach scolaire et familial, et bien sûr qu'on peut retrouver toute l'émission sur mediantv.com et on pourra vous regarder à nouveau. On enchaîne avec quoi? Avec vous, Marim Zaïm, des activités extrascolaires. C'est notre rubrique bien-être enfants et ados. Alors justement, cette période de l'année, c'est la rentrée scolaire bien sûr, on s'installe, mais c'est aussi la période de l'année pendant laquelle on pense aux activités extrascolaires et souvent justement ça accompagne la rentrée. On va faire le point avec vous, Madame Zaïm, mais juste avant, un petit reportage. Dans les ateliers musique, on enseigne le piano, la guitare basse, la batterie, le violon, le violoncelle récemment, le saxophone et bien sûr le chant. En fonction de l'activité, il y aura un âge de démarrage différent. Par exemple, si l'enfant veut faire de l'art plastique, il peut commencer à 4 ans. De la batterie, il peut commencer à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Par contre, pour la guitare, je conseille 8 ans, 9 ans minimum. Il arrive quelquefois qu'un parent veuille faire une activité qu'un enfant ne veut pas faire. Je conseille aux parents de suivre l'intuition de l'enfant. Ou alors, je leur fais essayer plusieurs instruments pour qu'ils aient, un aperçu et qu'ils puissent choisir de manière plus libre. Mes parents m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire la musique et tout ce qui est autour, les instruments et tout ça. Moi, je compte faire une carrière musicale par la suite. Donc, c'est pour ça que je persévère et que je continue. Mes parents ont toujours été d'accord avec mes choix artistiques, donc en passant par les arts plastiques et la musique, ils m'ont toujours soutenue dans ce que je faisais. Du coup, aujourd'hui, je fais du piano, de la guitare, du chant et j'espère apprendre d'autres instruments encore.
Ce qu'on propose en tant que sport, c'est roller, skate, BMX. BMX, c'est une forme de vélo en freestyle. À part ça, on a des cultures urbaines comme parcours et breakdance. Et en pleine saison, on a le bodyboard aussi et le surf. La plupart des parents viennent avec des idées. Donc, je veux mon fils qui fasse roller, je veux mon fils qu'il se débarrasse des 3 roues en vélo, je veux mon fils qu'il apprend à faire du skate, etc. Mais il y a des fois où ça se bloque entre les demandes des parents et la passion de l'enfant. Donc là, on essaie à gérer les situations avec des petites solutions. Allez, on y va, on décrypte tout ça justement avec vous, Maryam Zaim. Vous êtes coach familial et les activités extrascolaires avec vous. Donc, et souvent, on programme ça et on fait le choix pendant le mois de septembre avec la rentrée scolaire. Est-ce que déjà, chronologiquement, c'est une bonne chose? Parce qu'on sait qu'on passe des vacances à la rentrée, le rush de la rentrée, le stress de la rentrée, et en plus, on rajoute, rentrée scolaire, je veux dire, et en plus, on rajoute par-dessus les activités scolaires comme si c'était, on va dire, scolaire aussi, comme si c'était pas pour le plaisir, mais pour apprendre. Alors, ça dépend de comment on initie ça. Si on le prend comme quelque chose de lourd, ben, ça serait rajouter du lourd sur du lourd. Alors que si on fait quelque chose que l'enfant aime, si c'est une passion de l'enfant, si on écoute notre enfant, ben là, non. Le fait de se couper de ça, de l'arrêter, parce que bon, c'est vrai que les établissements qui font des activités parascolaires, généralement, arrêtent le mois d'août ou voire juillet-août. Donc, l'enfant, à la rentrée, ben, il a hâte de revenir faire sa musique, son sport, sa danse, toutes les activités que lui aime. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir prendre en considération le besoin de l'enfant, l'envie de l'enfant et les affinités de l'enfant. Absolument, c'est ça, c'est ce qui va aider les parents à se repérer dans tout ça. Ouais. Et idéalement pour vous, ça devrait se faire à partir de quel âge? Ça pourrait commencer à se faire à partir des 4 ans. D'accord. Et puis après, 5 ans, 6 ans, ça dépendra du besoin de l'enfant et comment on le sent, nous, comme parents. Très bien. Alors, on a installé cette activité extrascolaire. On a vu tout à l'heure le reportage, donc les différentes options, bien sûr, il y en a énormément, selon le choix de l'enfant, vous l'avez dit. Mais on constate que pendant l'année, cette activité extrascolaire ou ces activités extrascolaires, parce que parfois il y en a plus qu'une, plus d'une, vont devenir plus un fardeau dans l'emploi du temps de l'enfant par rapport à ce qu'il a à faire à l'école, les devoirs. Et donc, ça devient quelque chose qui va venir alourdir son emploi du temps. Je pense que ça devient un fardeau si le choix est mal fait. Ça peut être un fardeau pour les parents. Le fait de se déplacer, de gérer les emplois du temps et tout ça, ça devient peut-être un fardeau. Et on peut transmettre ce sentiment de lourdeur, nous, adultes, à notre enfant. Mais pour l'enfant, j'insiste, si l'enfant se plaît à ce qu'il fait, ben, ce n'est pas lourd pour lui. Au contraire. Alors, ça lui permet même de développer d'autres choses. Au fait, moi, je relie toujours les activités parascolaires aux différentes intelligences. Les êtres humains ont plusieurs types d'intelligence. Donc, quand on arrive sur Terre, quand on naît, on vient avec un petit bouquet d'intelligence qui réunit peut-être 2, 3, ça dépend de chaque personne. Alors, les activités parascolaires, ce qu'elles nous permettent, c'est ou bien de développer ces intelligences qu'on ramène avec nous, ou bien d'en développer de nouvelles, d'ouvrir d'autres perspectives par rapport à d'autres intelligences. Très bien. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Vous avez dit au départ, il faut écouter l'enfant par rapport à son choix. Oui. Mais en tant que parent, on pourrait, en observant notre enfant, savoir qu'il aurait éventuellement besoin de telle activité, ou parce qu'on en a parlé avec un spécialiste, qu'il aurait éventuellement besoin de telle ou telle activité pour développer une compétence. Tout à fait. Est-ce que c'est possible et comment convaincre l'enfant s'il est réticent? Alors, sur le générique, tu as parlé du rugby. Ça, ce n'est pas une activité très répandue. Il y a des parents qui vont me dire c'est un peu violent, comme par exemple les arts martiaux. Des fois, on me dit non, c'est un peu trop violent, mon enfant est très excité, s'il fait ça, ben, ça va encore développer ce rythme-là. Moi, je dis non.
Si moi j'observe un enfant qui a une hyperactivité, qui est très excité, j'irai beaucoup plus et je conseillerais beaucoup plus des activités où il va se dépenser, où il va se fatiguer. Exactement. Et laisser redescendre, parce qu'en fait, notre énergie, c'est une courbe. Mais comment convaincre l'enfant si lui n'a pas envie de faire cette activité-là? Généralement, si un enfant est plus dans l'activité, dans le mouvement, ben, ça lui fera plaisir. Un sport où se dépenser. Ou se défouler. Ouais. Mais par exemple, un enfant qui est timide et à qui on propose de faire du théâtre, et pour lui, c'est déjà, on va dire, c'est une montagne d'aller préparer une pièce de théâtre au sein d'un atelier. Alors que l'idée principale, c'est de lui dire, voilà, le théâtre va t'aider à dépasser ta timidité. Comment on peut le convaincre? On va pas parler de timidité, on va pas lui mettre le doigt sur la timidité. On va lui proposer une activité de théâtre. Ça ne veut pas dire préparer une pièce théâtrale. Ça veut dire faire des activités. C'est des activités de communication. C'est un jeu. Donc, on va le présenter différemment. Nous, notre objectif, je dis toujours, les parents, ils doivent avoir un objectif caché. On n'est pas obligé de tout dévoiler à notre enfant. Et on le prépare, on le présente de la meilleure manière à l'enfant, de manière à l'attirer et à le convaincre. Si on voit que le besoin est là. Donc moi, je présenterai ça à un enfant plutôt comme un jeu de communication. Tu vas t'amuser, tu vas faire de nouveaux copains. Et puis, on a toujours cette porte de sortie. Si tu n'aimes pas, ben, on peut se retirer. Alors, docteur Boushaba Hassan, le sujet avec vous dans quelques instants, c'est le strabisme. Est-ce que le fait d'avoir un strabisme va empêcher l'enfant de pratiquer une activité quelconque? Alors j'en parlerai un peu plus loin. Le strabisme a un effet sur la vision. Un enfant strabique ne voit pas comme les autres. Il sera un peu plus maladroit que les autres. Et certaines pratiques qu'il ne pourra pas faire aisément, comme par exemple le tennis, comme par exemple jouer au golf ou d'autres activités, disons, plus simples, il sera gêné devant certains écrans, fatiguera facilement. Donc oui, un enfant strabique ne pourra pas pratiquer aussi aisément les activités sportives qu'un enfant non strabique. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, d'où l'intérêt d'opérer très vite. Surtout le dépistage précoce, le traitement du côté sensoriel et d'opérer éventuellement. On en parlera un peu plus tard. Exactement. Zineb Lamati, est-ce que vous avez encore, vous pratiquez encore une activité démarrée très petite? Non. Non, pas du tout. Au contraire, là, j'ai démarré de nouvelles activités sportives que j'ai découvertes dernièrement, que j'aime beaucoup. Tiens, c'est une bonne question parce que même les adultes peuvent se faire découvrir de nouvelles activités. Mais je vais rebondir sur ce qu'a dit ma collègue par rapport aux intelligences. C'est très important. Chaque enfant naît avec des aptitudes. Et ces aptitudes-là, il faut les respecter et il faut essayer, tant bien que mal, de les reconnaître. Il y a des tests sur les intelligences multiples où on peut voir quelles sont les intelligences dominantes et les intelligences dominées. Donc à partir de là, on voit si l'enfant est kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire où il utilise bien son corps, ses mains, s'il est tactile. À ce moment-là, on peut l'initier vers des activités sportives. Si l'enfant est très émotionnel, à partir de là, on pourrait peut-être lui proposer l'équitation ou bien des activités. En fait, il faut que tous les parents se transforment en psy, en coach. Non, pas forcément. C'est assez compliqué. Pas forcément. Au fait, l'idée, c'est que les parents n'imposent pas une activité à un enfant. Une petite fille doit faire de la danse classique, non, ça c'est révolu. Un garçon doit faire du foot, ça aussi c'est révolu. Peut-être qu'un enfant voudra faire aujourd'hui du codage, ou bien un enfant voudra tout simplement faire que du foot, et à partir de là, faire sport-études. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de parents qui vont arrêter la scolarité de leurs enfants pour aller vers sport-études. Et c'est une ouverture d'esprit qui est juste extraordinaire, parce que là, enfin, il y a une option. Et cette option, on la prend en compte. En tout cas, on continue la discussion à travers notamment les interrogations de nos téléspectateurs internautes. On a aussi à venir en deuxième partie la rubrique qu'on a testée pour vous, et dans la foulée des activités extrascolaires, nous avons testé pour vous le rugby, pour les enfants surtout, et puis sans oublier également le rendez-vous santé avec le docteur Boushaba, le point sur le strabisme chez l'enfant. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec vous sur Médiane TV dans On se dit tout, votre émission du samedi et du dimanche, 10h du matin, 11h, celle qui vous veut du bien, qui vous accompagne pour un quotidien beaucoup plus agréable. Ce matin, nous avons fait le point sur la communication non violente, autrement dit, comment passer un bon message de façon, on va dire, moins agressive et beaucoup plus fluide. Ensuite, le point sur les activités extrascolaires, c'est le démarrage. Le mois de septembre, c'est le moment de poser tout ça. Et on continue la discussion avec vous, Merim Zaïd.
Saïm. Et dans quelques instants, on parlera de strabisme et de rugby pour les enfants. Alors, on s'est arrêté sur les questions des téléspectateurs. Donc, bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur notre page Facebook mediantv.com. Si je cède aux demandes de mon fils, il ne ferait que des activités extrêmement violentes. Ai-je tort de m'en inquiéter, Mme Saïm? Moi, je répondrai par une question. Qu'est-ce que vous définissez comme activité violente? Est-ce que faire du karaté est violent? Karaté, ou est-ce qu'on boxe, est en train... Voilà. ça. Pour moi, c'est un sport. D'accord. Donc, c'est surtout aux parents de pouvoir... Oui, il faut qu'on repositionne aussi nos curseurs. Des fois, il y a des mamans qui ont très peur pour leurs enfants. Mais si mon fils ou ma fille va faire de la boxe et qu'il est bien protégé... Et comment il ressort ensuite de cette activité? Ben lui, si ça lui plaît, c'est bon. Hein. Et s'il est bien, s'il est plus agressif, plus violent, là, il faut se poser des questions. Généralement, ils ne sont pas plus agressifs Super. ni plus violents. Alors, on a une autre question. Je veux que ma fille fasse de la danse classique. Dois-je lui imposer? Non. Absolument pas. Non. Toutes les petites filles ne peuvent pas être des ballerines. Non. Il faut qu'elle ait Vous avez fait de la danse envie classique Docteur, de je peux faire vous poser la question. C'est pas qu'un truc de fille, hein, la danse classique. Non, vous en avez fait déjà ou mais pas? non, jamais. Jamais. Moi, j'en ai fait. Oui, mais justement, on me dit, mais non, jamais de la vie. Alors que... Ça ne m'a jamais intéressé. Non, du tout. Non. Les filles? Moi, j'en ai fait pendant 3-4 ans, ça n'a absolument rien donné. Ça n'a pas Puis, marché, pareil ça, pour ouais. ma fille, j'ai essayé de l'initier, puis ça n'a pas... J'ai tout de suite arrêté. C'est pas quelque chose... Pareil pour moi. Même chose. Ouais, Ça a pas pris. j'ai fait ça pendant 5-6 ans. quand même. Et Les pointes? toujours, non, Même rien pas, à faire. jamais. Rien à Le faire. grand écart? Très mal. Très mal. Le rugby, pour les enfants, est-ce que c'est un bon sport? La rubrique qu'on a testée pour vous est allée s'intéresser à cette activité peut-être pas très bien connue dans notre pays, au Maroc. Salut Yasmine, bonjour à tous sur le plateau. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de 11 Zito. Alors aujourd'hui, on va tester pour vous un sport pour les enfants. Ce sport est historique au Maroc, mais malheureusement assez méconnu du grand public. On dit que c'est un sport de brute pratiqué par des gentlemen. Alors vous avez deviné? Il s'agit du rugby. Bonjour Monsieur Nasser Boukja. Bonjour Nabil, bienvenue au club. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je vous en prie. Alors, vous êtes président du Coq Rugby et premier vice-président de la Fédération royale marocaine de rugby. Quels sont les principes que vous essayez d'inculquer aux jeunes joueurs au sein de votre école de rugby? Les valeurs du rugby, c'est des valeurs fondamentales, notamment et surtout le respect de l'autre, de l'adversaire, de l'arbitre, le partage, la solidarité, l'engagement. Tout ça, ce sont des valeurs qui nous unissent et qui font un socle pour que ce sport soit un sport éducatif. Il y a aujourd'hui une volonté pour que l'accent soit mis spécialement sur les écoles, et le Coq en est un exemple vivant. Donc je vous invite à voir un petit peu comment ça se passe, comment les éducateurs travaillent, comment les enfants vivent ce moment entre eux. Bon. Alors aujourd'hui, on est venu tester un sport pour les enfants, donc c'est le rugby. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui disent que c'est un sport violent? Non, au contraire, c'est pas un sport violent, c'est vrai. D'après ce qu'on voit les matchs, les grands matchs et tout, ça se voit que c'est un sport violent. Mais c'est au contraire, nous, quand les enfants viennent pour s'entraîner, on les apprenne à les mesures de sécurité, bien sûr, pour les sécuriser. En même temps, ils apprennent directement le jeu et ça devient facile pour eux. Voilà, moi j'aimerais bien inscrire mon fils, donc mon fils il est un peu grand comme son père. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire du rugby? Oui, bien sûr. Écoute, le rugby, c'est le seul sport dans le monde qui est pratiqué par n'importe quel gabarit, petit, grand, de taille, large, voilà. Toutes les tailles sont acceptées. Hein. Bonjour Yanis. Bonjour. Ah, ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? 3 ans. Et qu'est-ce que tu aimes dans le rugby?
C'est qu'on peut jouer collectif et retrouver ses amis. Et qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui ne connaissent pas ce sport? Déjà, venez essayer et après on verra. Et je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Merci beaucoup Yanis. De rien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez un peu plus sur le rugby pour les enfants. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et un nouveau test. À toi, Yasmine. Ah là 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 là, la balle, justement. On pensait qu'elle allait atterrir chez nous. D'abord, merci beaucoup à tous les enfants qui ont participé et bonjour à vous tous. Je sais que vous êtes en train de suivre actuellement l'émission, peut-être également avec vos parents. Donc merci beaucoup et on continue donc avec ces histoires d'activités extrascolaires. Ça vous a beaucoup fait réagir sur le plateau. Il y avait une effervescence d'idées ici pendant qu'on regardait le reportage. Le rugby, vous y avez déjà pensé Mariam, j'ai posé la question de la danse classique au docteur Boushaba. Oui, sincèrement, non. Non, jamais. Non. Zineb Pendant les activités d'école, je pense qu'ils avaient déjà fait du rugby à l'école. Ils ont eu une initiation, oui. Mais, ça peut arriver. Mais vous, jamais? Non, jamais. Jamais. Et ça, docteur Boushaba, vous en pensez quoi, le rugby? Le rugby, c'est un sport accompli, à mon avis. Hein. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui aiment qu'ils le fassent. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, c'était plutôt le tennis. D'accord. Mais le rugby... Vous jouez toujours? Non, rarement. Malheureusement, après le début des études médicales, vous savez, on n'a plus le temps. Oui. C'est une erreur, oui, c'est vrai, mais bon. Non, le rugby, c'est un sport accompli. C'est un peu comme la natation. C'est vrai, ouais. un sport complet. Alors, on va tout de suite, justement, sur notre interview santé. Et donc, on vous retrouve à nouveau, docteur Boushaba Hassan. Vous êtes spécialiste des maladies et des chirurgies des yeux. Merci beaucoup d'être là. On va parler avec vous du strabisme. Mais juste avant, une petite animation pour simplifier la situation. Les romantiques y voient une coquetterie dans l'œil, pendant que les terre-à-terre y voient simplement des yeux qui louchent. Pour les spécialistes, ce regard fuyant indique un trouble de la vision. Le strabisme est défini comme un défaut de parallélisme des axes visuels. Dans le jargon médical, on parle d'hétérotrophie. En temps normal, les deux yeux d'un individu fixent la même image. Automatiquement, le cerveau reçoit alors deux images identiques et les modélise en une seule tridimensionnelle. En cas de strabisme, les choses se passent différemment. Les deux yeux ne sont pas alignés, ce sont donc deux images différentes qui parviennent au cerveau. Mais ce n'est pas aussi simple. En fonction du sens de la déviation des axes visuels, le strabisme peut être convergent, divergent ou vertical. Ces troubles de la vision touchent principalement les enfants. Des cas de strabisme sont souvent relevés chez les nourrissons, mais ils ne sont pas alarmants et se résolvent spontanément. Le strabisme de l'enfant est majoritairement du type convergent, c'est-à-dire que l'un des deux yeux est dévié vers l'intérieur. Qualifié d'ésotropie, il apparaît de la naissance à l'âge de 5 à 6 ans. Les strabismes dits divergents, ou quand l'un des deux yeux est dévié vers l'extérieur, surviennent entre l'âge de 6 à 10 ans. C'est alors un cas d'exotropie. Autre cas, celui du strabisme vertical qui est plutôt rarissime. Il est diagnostiqué lorsqu'un œil est plus haut ou plus bas que l'autre. Aujourd'hui, différents traitements correctifs comme le port de lunettes ou la chirurgie visent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de strabisme. Mais il n'empêche que certaines d'entre elles se distinguent par ce regard si particulier. Eh bien, apparemment, finalement, beaucoup de célébrités ont un strabisme, mais imperceptible peut-être à l'œil nu. Tout à fait. Il y a des strabismes qui sont appelés microstrabismes, c'est-à-dire avec un angle très réduit, inférieur à 8 dioptries. Enfin, la dioptrie, c'est une mesure de la déviation. Voilà, c'est des microstrabismes qui n'apparaissent pas de manière évidente, mais seuls les professionnels peuvent les détecter ou à l'examen. Alors, dites-nous, docteur, d'après l'animation, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne naît pas avec un strabisme. Il se déclare soit pendant les premiers mois, soit pendant les premières années. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les parents, nos parents, nous faisons des choses qui vont déclencher ce strabisme ou bien il est caché dans l'ADN de l'enfant? Il existe des formes de strabisme congénitaux qui sont dues à des immaturités, à une immaturité de centre de coordination à l'intérieur du cerveau. Parce qu'au niveau du cerveau, qui a un super ordinateur, possède certaines aires, certaines zones qui commandent
la motilité, le mouvement des yeux, parce que les yeux doivent toujours être alignés, toujours être droits, regarder dans la même direction, quelle que soit la position du regard. Mais qu'est-ce qui va venir dévier ça? Oui, alors, comme on a dit, les strabismes congénitaux, c'est-à-dire un bébé qui est né avec un strabisme, et il le restera pendant un certain temps. Donc on a des bébés qui naissent et ça se déclare directement, ça se voit très vite? Ah oui, ça se voit très vite et c'est des strabismes qui sont plus méchants. D'accord. Et donc c'est une immaturité du centre de coordination à l'intérieur du cerveau. Il existe aussi des strabismes qui apparaissent un peu plus tard, qui sont dus essentiellement à des hypermétropies. Alors un hypermétrope, c'est un enfant qui fait un effort d'accommodation, et cette accommodation est tellement importante qu'il surconverge. Donc la convergence est plus importante, et donc ça donne un strabisme convergent, c'est-à-dire que l'œil, l'un des yeux, dévie vers l'intérieur, vers le nez. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas une consommation, une surconsommation de télé, de tablettes très tôt qui peut donner ça. Parce que les parents souvent ils se disent, mais il regarde la télé, il va très 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 près de la télé, et donc c'est peut-être pour ça qu'ensuite il a eu un strabisme, parce que ça s'est pas déclaré à la naissance, ça s'est déclaré dans les premières années de vie. Non, ce sont de fausses idées, parce que les écrans, les tablettes et les smartphones ne déclenchent pas de strabisme. Peut provoquer autre chose, des fatigues visuelles, parce qu'on cligne moins devant les écrans, parce qu'il y a une toxicité de la lumière bleue qui sort des écrans, bien qu'elle soit en très faible quantité, peut provoquer une dégradation progressive de la rétine. Mais ça, c'est encore à l'échelle, c'est encore à l'étude. On n'est pas encore certain de la toxicité de ces lumières, de ces écrans, mais quand même, par précaution, on s'en protège. Alors, ce n'est pas les écrans qui peuvent provoquer une déviation. Non. Non. C'est mécanique en fait, c'est au niveau du cerveau. C'est exactement ça. Le problème ne se pose pas au niveau des muscles parce que les muscles sont reliés au cerveau par des nerfs, c'est un peu comme des câbles électriques. Et quand il y a une surexcitation des muscles, tout simplement, il va dévier dans un sens ou dans un autre. Alors j'ai parlé d'immaturité des centres de commandement à l'intérieur du cerveau, des centres de coordination, une hypermétropie importante ou moyenne. Ça peut être aussi un défaut visuel d'un œil, comme une myopie unilatérale. Un enfant qui a moins 5, par exemple, d'un œil, un œil hémétrope, c'est-à-dire normal, l'autre va finir par loucher. Ouais. Et surtout, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il peut, dans de rares cas, y avoir des causes organiques, une cataracte congénitale, c'est-à-dire un bébé qui naît avec une cataracte d'un œil. Mais ça, c'est le médecin qui va investiguer. Exactement. Et ça, c'est le rôle du médecin, justement, de faire les... Alors, pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est pour le dépistage, c'est-à-dire dès que les parents constatent des signes qui peuvent faire évoquer un strabisme, qui doivent emmener leur enfant chez l'ophtalmologiste pour consulter. Alors que ce soit une loucherie, c'est-à-dire que l'enfant louche, soit qu'il ferme un œil à la lumière, soit qu'il cligne beaucoup, ou qu'il a une malvoyance. Très bien, donc ça peut être soit pas grave, soit extrêmement grave, d'où l'importance de la prise en charge précoce. Tout à fait. Aller très vite chez le spécialiste, chez l'ophtalmo, absolument. On va justement, qu'est-ce que Mme Zaïm en pense? Parce que vous êtes coach, mais vous êtes également directrice d'établissement. Les petits-enfants qui louchent en classe, est-ce que, en général, les parents viennent demander qu'on les mette devant parce qu'ils ont des problèmes de vision? Moi, j'ai eu pas mal de cas où les parents ne se rendaient même pas compte. Mais c'est évident. C'est évident. Ils disent non, il a toujours été comme ça. Moi, je demande toujours aux parents d'aller consulter par rapport à ça, de ne pas laisser traîner, parce que des fois, on voit des cas vraiment, on voit que l'œil, il est pas bien. Il n'est pas bien. Des fois, c'est juste un petit strabisme où, sur certains gestes, l'œil va d'un côté ou d'un autre. Moi, je demande toujours aux parents d'aller consulter par rapport à ça. Après, le port des lunettes, on se retrouve avec des enfants, avec des lunettes pas très bien positionnées. Il y a plusieurs situations par Absolument. rapport à ça. Alors Zineb, vous êtes également, vous êtes donc coach, et puis vous accompagnez, coach scolaire, vous accompagnez également les enfants en difficulté scolaire. Oui. Est-ce que ces problèmes de yeux, et notamment ces problèmes de strabisme, peuvent être une cause de retard, de difficultés scolaires? Oui, évidemment. On demande souvent des bilans optiques pour compléter le dossier de chaque enfant. Quand il y a une lenteur d'exécution, quand il y a une écriture pas très nette, et puis ça va dans le processus. Et puis j'ai remarqué aussi dans les écoles qu'il y avait toujours un enfant qui avait au moins un par classe, le petit pansement sur l'œil. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité par rapport à ça et les maîtresses prennent ça en charge très bien. Maîtresse, parents et bien sûr spécialiste que vous êtes. Docteur Hassan Boushaba, les interventions se font surtout pendant les vacances scolaires. Tout à fait. C'est ça. Et c'est le seul traitement? Ah non, ça c'est la dernière étape du traitement. Le plus important, c'est le traitement sensoriel. Parce que le problème du strabisme est essentiellement sensoriel, c'est-à-dire que l'œil qui louche va développer une paresse, il deviendra avec
Donc son acuité visuelle baissera, c'est ce qu'on appelle une amblyopie, une paresse de l'œil. Et surtout, il va perdre la vision du relief, la vision stéréoscopique. Parce que nos deux yeux sont faits pour regarder toujours dans le même endroit. Le cerveau fusionne les deux images et ça nous donne une image en 3 dimensions. C'est un petit peu comme dans les films en 3D. On prend 2 caméras. Donc c'est le même principe que les deux yeux. Alors l'enfant perd cette vision du relief à une amblyopie. Et donc c'est une rééducation ? Tout à fait. La rééducation, c'est la rééducation. On l'a fait surtout avec des caches. On cache le bon œil avec des... C'est de ça dont parlait Zineb. Tout à fait. C'est des pansements spéciaux qui empêchent la pénétration de la lumière dans l'œil. Et donc ça permet, on oblige l'œil paresseux à fonctionner. Donc le but du traitement, c'est d'avoir une égalisation des 2 acuités visuelles, des 2 yeux. Et après ça, on peut redresser les 2 yeux avec la chirurgie Donc la chirurgie, c'est en dernier lieu. Exactement, vers l'âge de 5-6 ans. Ok, on va passer aux questions des téléspectateurs pour conclure cette discussion. On y va pour la première. On en a une. Alors, les adultes peuvent-ils être atteints de strabisme? Oui, tout à fait. Alors, les adultes peuvent avoir soit un strabisme qu'ils n'ont pas négligé depuis l'enfance. C'est ça. D'accord. S'il est négligé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas traité, c'est-à-dire qu'il y a un œil qui est beaucoup plus faible que l'autre. On peut toujours les opérer pour redresser les 2 yeux, mais le problème, c'est que l'œil amblyope, c'est-à-dire l'œil paresseux, gardera toujours, parce qu'on a une plasticité cérébrale, on peut traiter la vision de la naissance jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Au-delà de cet âge, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, ce sera un adulte avec des yeux droits après la chirurgie, mais avec un œil toujours faible. Et le résultat esthétique, le résultat chirurgical, peut être provisoire, parce qu'il finira par lâcher probablement, après 1, 2 ou 3 années. Mais un adulte qui développe rapidement un strabisme, alors oui, ça existe. Différent. Ça existe, c'est des formes moins fréquentes que les strabismes de l'enfant. Ils sont, le principal motif de consultation, c'est la diplopie, c'est-à-dire qu'il voit double. Là, on peut toujours faire un traitement orthoptique avec des lunettes, éventuellement de la rééducation, et plus ou moins la chirurgie. En tout cas, le mot d'ordre, c'est une prise en charge rapide. Oui, la précocité du traitement, ça c'est vraiment le point majeur. Prise en charge rapide, écoute de l'enfant et écoute avec Zineb je résume en fait. Docteur Boushaba, prise en charge rapide. Mariam Zaïm pour les activités extrascolaires, écouter son enfant. Zineb Lamati pour la CNV, s'écouter soi pour pouvoir parler aux autres. C'est parfait. J'ai bien résumé? C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Mariam Zaïm, coach familial. Zineb Lamati, coach scolaire et familial. Docteur Boushaba Hassan, spécialiste des maladies et des chirurgies des yeux. Merci à toutes et à tous pour ce moment passé avec vous. C'était un agréable dimanche matin. En tout cas, pour nous ici, oui, ça l'était. Et au plaisir de vous retrouver prochainement sur les ondes de Médien Radio et sur Médien TV le week-end prochain. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.